soir, massacre en Ukraine. Quel rôle pourrait jouer le Canada dans l'enquête de la Cour pénale internationale? Fanny Lafontaine, avocate spécialisée en droit pénal international, est avec nous. Ottawa dépose son projet de loi pour forcer Facebook et Google à partager leurs revenus publicitaires. Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, répond à nos questions. Retour sur les attentes en vue du budget de jeudi, la ministre Freeland, avec les politologues Frédéric Boilly à Edmonton et Tom Urbaniak au Cap-Breton. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU après l'onde de choc provoquée par la découverte de cadavres de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev. Le gouvernement ukrainien accuse l'armée russe d'avoir perpétré ce massacre. Le président Zelensky affirme que la charte de l'ONU est bafouée et que le droit de veto qu'elle confère est devenu un droit de tuer. À Ottawa, les réactions à ce possible crime de guerre continuent. Le premier ministre Justin Trudeau a promis de lutter pour que la Russie rende des comptes après les massacres de civils ukrainiens. Tout d'abord, les images qui sortent de Boutcha sont absolument horrifiques. C'est inacceptable de voir ça. L'utilisation de meurtres de civils, mais aussi de violences sexuelles, de viols de façon systématique pour essayer de s'attaquer à la population ukrainienne, c'est quelque chose qui, évidemment, a été permis ou bien encouragé par les autorités russes. La Russie doit être tenue responsable de chaque viol, de chaque meurtre à Boutcha. C'est pour ça qu'on est devant le tribunal à La Haye. C'est pour ça qu'on est en train de demander que la Russie soit enlevée du Conseil des Nations Unies au niveau des droits de l'homme. Je retrouve Fanny Lafontaine, avocate, professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux à l'Université Laval. Bonsoir, professeur Lafontaine. Bonsoir. J'aimerais justement parler avec vous de cette enquête de la Cour pénale internationale sur les atrocités commises en Ukraine depuis le début de l'invasion. On compte des milliers de morts, on le sait, jusqu'à maintenant chez les civils, au moins 400 juste à Boutcha. Le premier ministre Trudeau, il y a un instant, nous parlait des viols. Est-ce que le Canada pourrait véritablement jouer un rôle dans cette enquête? Et si oui, à quoi ça pourrait ressembler, ce rôle du Canada? Mais vous l'avez dit, donc déjà, la Cour pénale internationale enquête, et c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, elle a compétence lorsque les États qui sont impliqués sont partis à son statut, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine et de la Russie. Et donc, l'Ukraine, exceptionnellement, en 2014, même si elle n'est pas partie au statut, a demandé à la Cour pénale d'enquêter, ce que le procureur a fait. Et le procureur, lorsqu'il a voulu ouvrir une enquête, a demandé aux États du parti de l'aider, en fait, et de lui référer la situation. Ce que le Canada a fait avec 40 autres États partis. Donc, déjà, le Canada a eu un rôle pour permettre au procureur d'ouvrir une enquête sans demander au juge. Bon, enfin, c'est un détail, mais donc le Canada est un des 41 États partis qui a déjà soutenu le procureur. Et le procureur, par la suite, une fois que l'enquête a été ouverte, a demandé aux États, justement, qui l'avaient sollicité pour enquêter, de lui fournir de l'argent et de lui fournir aussi des experts nationaux. Donc, le Canada a fourni déjà des agents de la GRC. On a entendu ça la semaine dernière. Donc, déjà des agents de la GRC pour joindre l'équipe de procureur. Donc, c'est déjà un premier pas, mais évidemment, il va falloir voir jusqu'où ce soutien-là va se continuer, parce qu'une enquête de cette ampleur, sur des crimes de cette ampleur aussi, évidemment, ne va pas prendre quelques semaines, et donc ce soutien-là du Canada qui est bienvenu, qui sont évidemment des premiers pas importants, va devoir vraiment se maintenir dans le temps et se maintenir à un niveau très élevé pour que le Canada puisse vraiment avoir un impact sur la capacité de la Cour pénale internationale d'enquêter, de tenir éventuellement des personnes responsables des crimes. Oui, parce que vous dites que ça ne va pas prendre des semaines. Expliquez-nous justement comment ça fonctionne, une enquête de la Cour pénale internationale. Quelles sont les étapes à suivre? Bien, évidemment, l'enquête est déjà ouverte. Donc, on va passer outre les étapes qui auraient pu précéder parce que des fois, simplement pour ouvrir une enquête, c'est très long. Mais là, le procureur, donc, l'enquête est ouverte et il est déjà sur le terrain avec des équipes d'enquêteurs, ce qui est assez exceptionnel aussi parce que comme les crimes se déroulent en Ukraine et que l'Ukraine évidemment, est ouverte à l'enquête de la Cour pénale internationale, eh bien, les procureurs ont accès aux scènes de crime. Et donc là, par exemple, à Boutcha, qui a été récemment libéré, donc sous le contrôle de l'Ukraine, mais les enquêteurs peuvent avoir accès immédiatement aux scènes horribles qu'on a vues, documenter, donc
identifier les personnes, vérifier que ce sont bien des civils, par exemple récupérer des balles qui ont été utilisées pour les meurtres, pour éventuellement les associer à des armes qui, elles, vont être associées à, par exemple, des armes qui sont détenues par l'armée russe, etc., vont pouvoir interroger des témoins pour déterminer qui a vu ce qui s'est passé, etc. Et donc, cette collecte de preuves-là, en temps réel, si vous voulez, alors que les crimes viennent tout juste d'être commis, c'est exceptionnel et ça arrive pas toujours dans les zones de guerre. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Les enquêteurs vont identifier des crimes, parce vous l'avez dit, il y en a des masses. Et donc, on va sélectionner certains incidents pour aller vraiment au fond des choses, identifier donc la violation, le crime, et ensuite essayer de voir qui est responsable. Donc, évidemment, les soldats sur le terrain, mais qui leur donnait des ordres, et ainsi remonter éventuellement jusqu'au Kremlin. Et ça, c'est une preuve qui est difficile à faire, mais qui peut se faire avec notamment, la preuve sur le terrain, mais aussi toute la preuve digitale, donc qui peut être les communications qui sont interceptées. Et là, on va voir comment le procureur va obtenir le soutien des États, y compris des États-Unis, qui, avec leurs services secrets, etc., sont en mesure de donner des informations cruciales pour établir les responsabilités des crimes qu'on voit présentement en Ukraine. Oui, c'est ça. Pour revenir aux preuves qui sont recueillies sur le terrain, il y a aussi évidemment des photos, des vidéos qui circulent à la télé, sur les réseaux sociaux. Je me demandais, est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la cueillette de preuves? Est-ce que, en fait, les réseaux sociaux aident ou compliquent la cueillette de preuves? Les deux, en fait. Ouais. En fait, c'est clair qu'ils aident, parce que, évidemment, si on regarde, par exemple, les enquêtes qui avaient cours dans les années 90-80, il n'y avait pas cet amas de preuves-là. Mais vous l'avez dit, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un des enjeux, et le procureur l'a déjà identifié. C'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels il souhaite avoir l'aide des États, c'est de bâtir une capacité beaucoup plus grande d'amasser la preuve. Donc, d'identifier les sources de ces preuves-là, parce qu'une preuve, si une photo n'est pas identifiée, qu'on ne peut pas identifier sa source, sa véracité, etc., elle ne sert à rien. Et donc, il faut identifier la source. Ensuite, ça prend des outils de traduction, par exemple, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas seulement des images, mais des témoignages. Il faut ensuite voir vraiment, faire des liens entre les différentes preuves qu'on a comme ça dans le monde digital, disons, pour ensuite aller identifier des témoins. Donc, à la fois, c'est exceptionnel d'avoir ces preuves-là, directes, mais aussi en raison de l'ampleur, de la quantité, de l'ampleur de ces preuves-là, ça prend des outils qui sont complexes et qui coûtent cher. Et donc, le procureur le fait. D'ailleurs, simplement pour ajouter, il y a des organisations qui sont devenues spécialisées dans ce genre de collecte de preuves-là. Et j'ai l'impression que le procureur va aussi travailler de pair avec ces organisations-là pour aller, si on veut, distiller dans la masse d'informations disponibles celles qui permettent vraiment d'avoir un impact dans une preuve qui va être utilisée devant un tribunal au final. Oui, c'est ça. Et on sait qu'évidemment, le régime russe parle de ces vidéos truquées, des images de fake news. Finalement, on verra jusqu'où ça tient, ces arguments par les autorités russes. Je veux revenir avec vous sur ce qui est le fait de tenir responsables ceux qui ont commis ces crimes. Vous en parliez il y a un instant. En fait, qui pourrait ultimement être tenu responsable? Est-ce que ce sont les soldats sur le terrain, les officiers qui donnent les ordres, ou est-ce que, justement, on pourrait remonter jusqu'au président Vladimir Poutine? En fait, tout le monde. C'est-à-dire qu'en droit, évidemment, le soldat qui tue un civil est responsable de crimes de guerre, mais aussi celui qui a ordonné, ou celui qui a ordonné, disons, des campagnes de massacre, ou encore même un supérieur, par exemple, un dirigeant militaire, dans un contexte où, par exemple, le dirigeant militaire n'a pas nécessairement ordonné la commission des crimes, mais savait que les soldats allaient en commettre et n'a rien fait pour les prévenir. Donc, il y a plusieurs méthodes pour attribuer une responsabilité à partir des petits poissons, c'est-à-dire ceux qui commettent le crime sur le terrain, jusqu'aux plus hauts dirigeants. Et là, il faut faire des distinctions, parce que la CPI, donc la Cour pénale internationale, elle, souvent va s'intéresser aux plus hauts responsables. Ça ne veut pas dire simplement le chef d'État, mais quand même ceux qui ont une grande responsabilité, soit en raison de la gravité des crimes ou de leur position. Mais c'est pas les seuls qui enquêtent présentement. L'Ukraine enquête. Les procureurs ukrainiens enquêtent avec des équipes notamment de d'autres États qui viennent les soutenir dans leurs enquêtes. Et ce sont eux, les tribunaux ukrainiens, qui au premier chef vont poursuivre la majorité des personnes responsables. Et là, on peut aller du soldat qui a été capturé et qu'on a des preuves qu'il a commis des crimes de guerre, jusqu'au commandant, par exemple, qui se trouve en territoire ukrainien. Oui, c'est ça. Et on va voir aussi à quoi s'exposent les personnes qui seront finalement tenues responsables. Fanny Lafontaine, je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit international pénal. Merci beaucoup de vos lumières. Merci beaucoup à vous.
Ottawa a finalement déposé son projet de loi qui vise à obliger les géants du numérique à partager leurs revenus avec les médias traditionnels. Il semble que le projet de loi C-18 cible seulement Facebook et Google. Ces deux entreprises auront 6 mois pour conclure des ententes sur le partage de leurs revenus avec les médias d'information. Sinon, elles seront forcées de le faire par le CRTC. Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, est avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Merci de me recevoir. D'abord, expliquez-nous comment ça va fonctionner, ce système de compensation pour les médias traditionnels. C'est un système qui est très simple, il est basé sur le marché. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un peu comme si on crée une table de négociation et là, on invite d'un côté les plateformes et de l'autre côté les médias d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que les revenus les revenus en ligne migrent vers les plateformes. Donc, si on regarde Google, Facebook, si on prend ces deux-là comme exemple, ils ont 80% des revenus. Ça a des conséquences directes. Par exemple, 450 médias d'information ont fermé leurs portes au cours des 15 dernières années, à peu près 65 au cours des 2 dernières années. Donc, il y a un impact réel. Ça ne vient pas renforcer la démocratie, au contraire, ça l'affaiblit parce qu'on a besoin d'une presse qui soit forte, indépendante, neutre. Donc, le projet de loi vise à renforcer cette presse-là. Et donc, ça dit aux plateformes dominantes, vous allez devoir négocier avec les médias d'information. Si vous avez une entente avec plusieurs d'entre eux, à ce moment-là, vous n'êtes pas assujetti à la loi. Par contre, vous n'arrivez pas à avoir des ententes, vous allez aller à un arbitrage final à la fin. Mais comment, justement, ces médias vont pouvoir négocier ces ententes avec les plateformes, les Google, les Facebook? Ça va être quoi le processus exactement? Bien, il y a des critères qui sont indépendants. Pour moi, ce qui était essentiel, c'était d'être le plus loin possible, arm's length, comme on dit en anglais, que le gouvernement ne soit pas impliqué. Donc, on a mis des critères neutres dans le projet de loi. Et lorsqu'une plateforme rencontre ces critères, par exemple, qu'elle est très dominante dans un marché, elle est assujettie à la loi. Et il y a des entreprises, des médias qui, eux, vont aussi se qualifier. Ces deux groupes-là vont devoir se rencontrer. C'est une obligation de se rencontrer et essayer d'arriver de bonne foi à une entente. S'ils n'arrivent pas à une entente, à ce moment-là, il s'en va un arbitrage final qui n'est pas fait par le CRTC. Le CRTC ne fait que superviser le processus. C'est fait par des personnes qui ont été acceptées, approuvées par les deux côtés. On en choisit 3 pour faire l'arbitrage final. Est-ce que c'est réaliste, Monsieur le ministre, de penser que des petits médias dans les régions, avec très peu de moyens, vont parvenir à négocier avec des géants comme Facebook et Google? Mais pour nous, c'est essentiel qu'ils y arrivent parce qu'une grande partie du projet de loi est là pour eux. On est en train de perdre cette saveur locale, ces nouvelles régionales. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus le concept de négociation collective, qui fait en sorte que ces petits médias-là peuvent se regrouper et négocier, faire bloc commun pour négocier avec Google, avec Facebook. Pour avoir passé énormément de temps avec ces petits médias de partout dans le pays, je peux vous dire qu'ils appuient fortement le projet de loi, grâce en grande partie à cause de la négociation collective qui est rendue possible. Et ça va être qui, ces médias qui seront éligibles au partage des revenus? Qui va décider qui va pouvoir profiter justement de ces ententes? Encore une fois, il y a une série de critères qui sont neutres, qui sont utilisés actuellement pour les médias qui ont accès au crédit d'impôt. Donc, par exemple, avoir 2 journalistes, traiter de nouvelles canadiennes, que ce soit des nouvelles d'ordre général, là, pas un média qui traite, je sais pas moi, des meilleurs muffins en ville ou des trucs comme ça. Donc, il y a une série de critères. Ces médias-là sont inclus. Et à cela s'ajoutent les médias qui sont dans le secteur de la radiodiffusion. Donc, télévision, radio. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle, c'est une nouvelle. Alors, c'est pas parce que c'est dans un journal ou imprimé que c'est plus une nouvelle que si c'est dit à la radio ou à la télévision. Donc, on inclut tout le monde là-dedans. Oui. Pour ce qui est maintenant des plateformes, quand on parle des GAFA, là, on parle, Google, Facebook, mais il y a aussi Apple, entre autres choses, qui diffusent des nouvelles canadiennes. Pourquoi, dans votre projet de loi, vous avez ciblé seulement Google et Facebook? En fait, ils ne sont pas ciblés comme tels et ils ne sont pas non plus nommés. Il y a des critères indépendants. Et lorsqu'une plateforme rencontre ces critères-là, eh bien, elle devient assujettie au projet de loi. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2020, Google et Facebook détenaient 80% des parts de marché, c'est-à-dire recevaient 80% des revenus publicitaires. Alors, imaginez, le petit 20% qui reste, là, ça se divise là, entre Microsoft, ça se divise à Apple,
un paquet d'autres. Donc, ils sont pas dans des positions dominantes. Alors, si les résultats de 2020 se transposent aujourd'hui, c'est encore les deux mêmes plateformes, mais on verra à travers le processus. Ouais, donc, des plateformes qui vont être en position dominante, comme vous dites. Ouais. En conférence de presse aujourd'hui, M. le ministre, vous avez cité à plusieurs reprises le cas de l'Australie, où une loi semblable a été introduite. On sait qu'en Australie, justement, Facebook a menacé d'arrêter ses opérations dans ce pays pour dénoncer cette législation. À quelle réaction vous vous attendez, justement, de la part de Facebook et de Google à cette législation? Je suis optimiste parce qu'on a eu d'excellentes conversations. J'ai pas attendu qu'on dépose le projet de loi pour parler avec Google, Facebook. Je leur ai parlé plus d'une fois. Mon équipe leur a parlé également. Ils nous ont dit, écoutez, on va prendre le temps de lire votre projet de loi. Est-ce qu'ils font actuellement? Et je vais leur parler par la suite. Ils savent très bien que ma porte est ouverte, mais je demeure confiant. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec tout? Certainement pas. Mais je sais déjà, d'ores et déjà, qu'ils sont d'accord que parfois certaines réglementations sont nécessaires. Maintenant, lesquels sont-ils pas acceptés ou non? On verra par la suite au niveau de nos discussions. Et nous, évidemment, on va suivre les suites de ce projet de loi C-18 que vous avez présenté aujourd'hui. Pablo Rodriguez, je rappelle que vous êtes ministre du Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. On revient maintenant sur le budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui sera présenté jeudi à Ottawa. Je discute encore ce soir des attentes, mais cette fois avec les politologues Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta à Edmonton et Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Frédéric, je vais commencer avec vous parce que, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, est encore monté aux barricades contre le gouvernement Trudeau au moment d'annoncer, en fait, son plan de réduction des gaz à effet de serre la semaine dernière. En fait, on se demande qu'est-ce qui pourrait bien répondre aux attentes de Jason Kenney dans ce prochain budget de jeudi? Répondre aux attentes de Jason Kenney, c'est pratiquement impossible pour le gouvernement fédéral et surtout pour un gouvernement libéral. Ce qu'on peut faire, cependant, c'est peut-être arrondir les angles un peu et faire en sorte que la pilule passe un peu mieux. Et pour ça, le gouvernement libéral dispose quand même d'un atout, c'est celui de favoriser les technologies de captation et de stockage des gaz à effet de serre dans le sol. Et ça pourrait permettre d'atténuer, disons, l'impatience de Jason Kenney et ça permettrait également de satisfaire une partie de l'industrie de l'énergie qui attend de la part du gouvernement fédéral une aide pour développer ces technologies. Évidemment, ça pose problème quand même pour le gouvernement fédéral parce que ce n'est peut-être pas très populaire ces temps-ci d'offrir des crédits d'impôt à des grandes pétrolières qui engrangent les profits. Mais si le gouvernement libéral et si M. Guilbeault aussi est sérieux dans l'atteinte des objectifs du gouvernement canadien en matière de lutte au changement climatique, il se pourrait fort bien qu'on soit, disons, enclin à favoriser ce type de technologie dans le budget. Tom, du côté des Maritimes, qu'est-ce qu'on espère de ce budget fédéral de Mme Freeland? Oui, on a des indices très clairs des attentes des premiers ministres de l'Atlantique. Par exemple, le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a eu une rencontre très importante avec le premier ministre Trudeau le novembre dernier. Et les demandes portent surtout sur la santé. Le gouvernement provincial ici en Nouvelle-Écosse, mais ailleurs en Atlantique, a mis beaucoup sur les améliorations du système de santé. Donc, par exemple, au cours du budget provincial la semaine dernière de la Nouvelle-Écosse, on n'a pas eu beaucoup de détails à propos d'une promesse de la province d'introduire un système universel de soins de santé mentale, parce qu'on attend le gouvernement fédéral, un programme de financement, et on espère que ça va être dans le budget de jeudi prochain. À part de ça, les provinces de l'Atlantique ont des attentes à propos d'un projet énergétique Atlantic Loop. C'est de faire passer l'hydroélectricité du Québec vers les provinces atlantiques pour permettre les provinces de l'Atlantique d'atteindre leur propre cible de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Le coût de la vie, les programmes fédéraux pour améliorer les plaintes à propos de le coût de la vie et le logement abordable. On vit actuellement une croissance de la population dans notre région pour la première fois depuis une génération, mais il y a une pénurie très très grave de logements abordables, donc on a des attentes là-dessus. Et finalement, l'investissement post-secondaire, surtout à l'extérieur des grands centres. Les provinces maritimes ont annoncé des programmes de financement qui vont aller à l'avant seulement si le gouvernement fédéral arrive avec un financement qui est au moins égal du financement des provinces. Oui, donc on le sent, là, les attentes sont élevées du côté des maritimes. Frédéric, je reviens à vous, tellement qu'on dit en fait que c'est un des budgets les plus difficiles à faire des 30 dernières années, parce que bon, les demandes viennent de partout, du NPD aussi, de l'OTAN évidemment, il y a l'inflation. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir, Frédéric, dans ce budget, et qu'est-ce qui devrait être mis de côté selon vous? Oui, c'est un peu paradoxal parce que c'est un budget qui est attendu, mais en même temps aussi, le budget est attendu, mais le gouvernement libéral dispose d'une bonne marge de manœuvre. Ce qu'on voit, les rentrées fiscales sont au rendez-vous, notamment en raison de la hausse du prix des matières premières, comme le pétrole et le gaz. La hausse en matière de dépenses militaires, de quel type elle va être? Est-ce que ça va être un signal faible qui est envoyé par le gouvernement libéral à ses alliés de l'OTAN, ou un signal qui va être plus fort, donc avec une augmentation plus forte? Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une hausse des dépenses militaires, mais la nature et l'intensité de cette hausse reste encore à voir, et ça va avoir des conséquences importantes, évidemment, sur l'image internationale du Canada. L'autre élément, ça va être de voir comment le gouvernement va concrétiser son entente avec les néo-démocrates. Donc, déjà, on voit les néo-démocrates ont établi leur demande en matière de logement, en matière d'assurance dentaire pour les familles à faible revenu, et plus particulièrement ceux en bas de 12 ans. Est-ce que le gouvernement libéral va déjà mettre des sommes, et des sommes importantes sur la table? Autre élément. Et ce à quoi je m'attends pas, c'est que le gouvernement fasse preuve de modération en matière de dépenses budgétaires, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent des conservateurs, évidemment, mais pas simplement des conservateurs, aussi des milieux économiques, pour que le gouvernement soit un peu plus, se mette en mode de restriction quant aux dépenses. Mais on n'a pas l'impression que ça va dans cette direction-là. Et ça, même avant l'entente de la semaine dernière, mais ça pourrait avoir des conséquences importantes parce que on s'attend à une hausse des taux d'intérêt et donc peut-être un peu plus de difficulté par la suite à rembourser la dette. Ouais. Tom, après ce budget, une fois qu'il va être présenté jeudi, l'autre grande décision du gouvernement Trudeau qui est très attendue, ce sera celle relativement au projet de Baie-du-Nord à Terre-Neuve et Labrador. C'est un projet, on le sait, qui générerait jusqu'à 16 000 emplois, dit-on, 10 milliards en redevances pour la province et pour Ottawa. On sent le ministre de l'Environnement, je l'ai reçu encore hier en entrevue, déchiré entre le développement économique de la région et les conséquences environnementales. On s'attend à quoi chez vous comme décision relativement au projet de Baie-du-Nord? Ça, c'est un dilemme énorme pour le gouvernement fédéral. On a déjà reporté la date limite pour prendre une décision. Le 4 mars, on a annoncé qu'il y aura une décision d'ici le 13 avril. Et je pense que cette fois-ci, finalement, le gouvernement va se prononcer. Mais c'est tellement difficile au sein même du gouvernement. On a des rapports qu'il y a des débats très, très animés autour de la table du cabinet. Par exemple, les ministres de l'Atlantique sont carrément
pour le projet et on souligne le développement économique et aussi les raisons de sécurité, d'être plus autosuffisants pour que les pays de l'Ouest seront plus autosuffisants en matière de l'énergie. Mais les arguments environnementaux sont très, très forts aussi. Et on a eu hier, par exemple, la sortie du rapport du GIEC et le secrétaire général des Nations Unies lui-même a dit que c'est carrément fou d'approuver des nouveaux gros projets qui touchent sous les émissions de l'énergie fossile. Donc, cet dilemme est très, très visible au sein du cabinet. Les ministres de l'Ontario, du Québec, on pense qu'ils sont plutôt contre le projet, à l'exception peut-être de la vice-première ministre, Mme Freeland, qui a donné quelques indices et selon des sources rapportées par Radio-Canada est plutôt favorable envers le projet. Donc, c'est très, très difficile à prédire, mais selon les politiques, les libéraux veulent garder leur bastion fort ici en Atlantique et une décision négative sera très, très difficile pour les libéraux, pour les prochaines élections en ce qui concerne les libéraux, surtout à Terre-Neuve, mais ici d'ailleurs en Atlantique. Oui, donc ils pourraient en payer un prix politique en cas de non à ce projet. Alors, Tom Urbaniak, évidemment, c'est une décision qu'on attend avec impatience. On aura l'occasion de s'en reparler dans les prochaines semaines. Je rappelle que vous êtes politologue au Cap-Breton. Frédéric Boily à Edmonton. Merci tous les deux de votre analyse. Au plaisir d'analyser dans les prochaines semaines avec vous ce budget qui sera donc déposé jeudi à Ottawa. Merci beaucoup. Merci Esther. Merci Frédéric. Merci à vous deux. Merci. Du côté du Québec, le gouvernement Legault fait volte-face et maintient le port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun jusqu'au début du mois de mai. Le masque devait tomber à la mi-avril, mais l'arrivée de la 6e vague force les autorités à revoir leur décision. Le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, s'attend à ce que le Québec subisse une hausse des cas de COVID et des hospitalisations au cours des prochains jours. On l'écoute. Alors, vous l'avez vu récemment, les projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, prévoient qu'il va y avoir encore des hausses de cas et des hausses d'hospitalisation au cours des quelques prochaines semaines. Donc, c'est pas terminé. Il faut donc rester vigilant, tout le monde, chacun à travers la province. C'est pas nécessairement ce qu'on voit. On voit qu'il y a des gens qui portent moins attention à la situation, mais il faut quand même rappeler le message que la pandémie n'est pas terminée, elle est toujours là et elle sévit plus qu'elle ne sévissait il y a quelques jours ou quelques semaines encore. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 5 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.